Québec va mettre le paquet pour recruter le ou la future PDG de Santé Québec. On s'en souvient, le ministre Christian Dubé voulait attirer ce qu'il appelait un Top Gun. Eh bien, ce Top Gun va toucher 543 000 $ par année. C'est 2 fois le salaire du premier ministre du Québec, François Legault, et ça fait partie des rémunérations les plus élevées. Hydro-Québec, c'est 639 000 pour Michael Sebia. Charles Hémont à la Caisse de dépôt, 550 000. Suit donc l'Agence Santé Québec. Il y aura également des incitatifs à la performance pour le nouveau patron de l'Agence Santé Québec. Il faut dire que le grand patron de Santé Québec va coordonner aussi le travail de 300 000 employés. C'est énorme, la machine qu'on va créer dans 1500 établissements du Québec. Maxime, d'abord, 543 000 pour le nouveau PDG ou la nouvelle PDG. Est-ce que c'est justifié pour vous? Bien, moi, globalement, je pense que oui, mais il faut regarder l'ensemble du système. T'sais, moi, comme maire, je faisais moins que la direction générale. En fait, tous les maires au Québec font moins que leur directeur général. Je pense que les politiciens sont soit pas assez payés, soit les autres le sont trop. Mais c'est un système à corriger. Mais dans le système actuel, c'est des montants comme ça que ça prend pour attirer des experts de ce niveau-là. OK. Êtes-vous d'accord avec ça, Jacinthe? Bien, la question n'est pas tant sur le salaire, parce que les PDG de sociétés d'État, c'est un salaire comparable aux autres PDG des sociétés d'État. La vraie question, c'est pourquoi on a toléré un ministère de la Santé avec des hauts fonctionnaires payés à 300 000 par année, et pourquoi on a toléré cette incompétence-là avec des très hauts salaires malgré tout. Donc, la question spécifique du salaire n'est pas assez large, à mon avis. C'est plus la question de compétence et de dire que parce qu'on double un salaire, tout d'un coup, ça va être un Top Gun. Le système est profondément nécrosé et ce ne sera pas une personne qui va changer ce système-là. Il y a de l'incompétence qui est tolérée à tous les paliers de ce système-là. Ouais. Mais on dit souvent que d'avoir des bons salaires, c'est plus attractif pour aller chercher les personnes les plus compétentes. Et ça prend donc quelqu'un de très compétent pour gérer cette nouvelle agence qui sera quand même immense avec tous les problèmes qu'on connaît. Rodolphe? Oui, écoutez, si cette personne est si qualifiée, je pense que même elle va prendre une décote si elle est, par exemple, dans le secteur privé, puis maintenant elle va dans le secteur public. Elle gagnerait plus dans le secteur privé. Oui, parce que vous regardez les salaires des grandes banques ou quoi que ce soit, ils sont dans les plusieurs millions de dollars, ou même les grandes entreprises. Le chiffre qu'il faut retenir, c'est 300 000 personnes. Il est quand même théoriquement responsable de 300 000 employés. Comme vous voyez que 500 000 $, moi, j'ai pas aucun problème en termes de ça. Et moi, je pense surtout qu'il faut aussi qu'il y ait moyen que ses vice-présidents soient aussi bien payés parce que, vous savez, un président, il a besoin de gens autour de lui parce que souvent, ils viennent avec 2-3 personnes. Il ne fait pas tout moi, Donc, moi, je pense qu'écoutez, moi, à 550 000... On n'a pas le choix d'offrir ça? Bien, moi, je ne crois pas, non. On n'a pas le choix d'offrir ça si on veut avoir un... Ben oui. Bien, on tolère déjà des hauts dirigeants à 300 000 $ par année dans un système qui a des listes d'attente, des listes d'attente, des listes d'attente. Il y a beaucoup de gens qui gagnent 200, 250 000, 300 000 par année déjà et ils vont rester en poste, ces gens-là. Donc, on pense à la solution miracle. Je suis d'accord qu'un PDG de société d'État, encore une fois, je le dis, gagne un salaire compétitif pour attirer des bons candidats. Mais il reste qu'il ne faut pas négliger le fait que cette personne-là qui va venir en poste va avoir sous sa responsabilité des PDG de CIS et de CIUS qui sont à la tête de leur CIS et CIUS avec des listes d'attente faramineuses dont on tolère l'incompétence. C'est pas compliqué. Des sous-ministres associés, des sous-ministres adjoints qui gagnent déjà plusieurs centaines de milliers de dollars par année en salaire et qui n'offrent pas le rendement qui est attendu. Alors, tout est une question d'attente. Oui, mais regardez, face au rendement. Michael Sebia, quand il était président d'autres organisations, il a pris une décote de salaire. Guy Leblanc, qui était mon ancien président quand j'étais à PwC, il a pris une décote de salaire de PwC en allant en Investissement Québec. Si on prend un profil de quelqu'un qui est à la fois public et privé et qui est un véritable gestionnaire qui arrive à changer les choses, je ne dis pas qu'on ne met pas des indicateurs de performance. Là, on n'est pas en train de signer un chèque en blanc. Et on va vouloir voir des changements dans les urgences, on va vouloir voir des changements dans les listes d'attente, on va vouloir voir des changements dans les médecins de famille, mais il faut aussi payer. Imaginez la responsabilité de cette personne-là. Il y a qui va vouloir postuler pour être tout le temps sous l'œil du radar et de réussir à faire tous ces changements-là si vous le payez 200 000 $, et c'est sûr qu'il y avait d'autres emplois qui vont le payer plus. Maxime? En 2022, le PDG d'Air Canada a fait 12 millions. Oui. C'est une compagnie qui ne respecte pas le français, qui est incompétente dans une large mesure. Il ne parle pas français, puis il paye 12 millions de $. C'est ça. Moi, et au risque de provoquer Jacinthe et Rodolphe, je dirais aussi que c'est plus compliqué de gérer l'État que de gérer une entreprise privée. Tout à fait.
Si on veut attirer des gens, là, c'est des gens qui ont des obligations de transparence, c'est des gens qui font affaire avec des citoyens, en fait, avec les... Pardon? Qui doivent donner des entrevues. Il y a beaucoup de PDG d'entreprises privées qui font 12 millions par année et qui parlent jamais aux médias. Et qui vont à la chasse aux faisans. Quand ils veulent. Et nous, on va avoir quelqu'un qui va être critiqué constamment, qui va avoir une pression énorme sur les épaules, qui va devoir livrer des résultats, qui fait face à un vérificateur général. C'est pas simple, là, ce qu'on demande à cette personne-là. Ouais. Non, il va être imputable, mais justement, cette imputabilité-là ne devrait pas revenir à une seule personne. Elle devrait revenir à l'ensemble des dirigeants qui contrôlent ce système de santé-là. Et à ce niveau-là, cette imputabilité-là, qu'on attend de cette personne-là, de ce futur PDG, on devrait l'attendre aussi des hauts fonctionnaires, des PDG des CCCIUS qui sont en poste depuis longtemps avec des listes d'attente gênantes et qu'on continue de payer 200 000 à 300 000 par année. Donc, l'imputabilité doit s'étendre bien au-delà de ce poste-là. Oui, c'est ça. Je ne suis pas certain qu'avec les résultats en santé, les primes auraient été versées comme dans le secteur privé où il faut atteindre des résultats financiers. C'est quand même tout un défi. Réaction de Régent Leclerc, président de la Fédération de la santé et des services sociaux, qui dit des salaires démesurés pour les Top Guns qui vont gérer notre réseau comme une business et une porte grande ouverte à la privatisation. Le gouvernement de la CAQ importe des pratiques salariales inacceptables du secteur privé où les PDG empochent des rémunérations indécentes par rapport à celles des travailleuses et des travailleurs sans que cela garantisse un meilleur fonctionnement. Est-ce que vous partagez cette lecture-là, Maxime? Puis est-ce qu'il faut craindre aussi une ouverture encore plus grande au privé? Bien, moi, je reviens à ce que je disais au début. Moi, je pense que le système est cassé, le système salarial est cassé, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais dans le système actuel, il faut payer ce montant-là si on va avoir cette personne-là. Puis pour revoir le système, bien là, c'est compliqué. On a beaucoup à faire devant nous. Moi, je pense que ça prend des objectifs précis, ça prend on veut les atteindre. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le tableau très noir que Jacinthe fait des gestionnaires du réseau. Moi, j'ai travaillé dans le réseau. J'en ai vu des gens qui ont pas reçu leurs primes. J'ai vu des gens qui n'étaient pas bons, qui ont été mis dehors. Je veux dire, ça dépend de qui est à la tête. Là. Il y a des gestionnaires, il y en a des bons, puis il y en a des pas bons. Et il y en a qui prennent leurs responsabilités, puis il y en a qui les prennent moins. Qui est à la tête? Qui on va chercher? Est-ce qu'on va chercher quelqu'un, justement, qui est déjà dans le système, qui connaît le système public, qui est là, qui est très compétent, ou il faut aller chercher à l'extérieur, dans le secteur privé? Jacinthe. Je pense à l'extérieur. Moi aussi, j'ai une feuille de route de gestionnaire dans le réseau de la santé. J'ai gravi les échelons du réseau de la santé et j'ai fait une décennie comme carrière dans le réseau. Et je vous dirais que les gestionnaires les plus intéressants que j'ai vus passer dans ma carrière, c'était les gestionnaires qui arrivaient de d'autres secteurs, d'autres industries, que ce soit du privé ou ailleurs, mais qui avaient une lecture différente, une lecture très extérieure et qui avaient la capacité d'innover réellement. Parce que malheureusement, le système fait en sorte que plus tu restes dedans, plus tu navigues dedans, plus tu viens à manquer de cette perspective-là et de ce sens de l'innovation, de sortir des sentiers battus. Ça prend des gestionnaires qui vont sortir des sentiers battus, remettre en question le statu quo et vraiment d'innover, mais réellement innover. OK. Donc, de l'extérieur du réseau public, du système privé carrément. Rodolphe, de votre côté. Non, moi, je pense qui doit diriger Santé Québec? Moi, je pense que cette personne-là doit avoir un profil mixte. Il ne peut pas diriger une institution comme le Santé Québec et sans connaître la bureaucratie provinciale. C'est-à-dire, s'il n'a pas cette expérience-là du secteur public ou du gouvernement de façon générale, ça va être impossible pour lui. Donc, il doit avoir un mix des deux. Il ne peut pas seulement venir du privé sans avoir fait au moins une partie de sa carrière. Sinon, il ne va pas comprendre les mécanismes, toute la relation avec les sous-ministres, etc. Vous savez, en politique, le plus dur, c'est de savoir comment fonctionne toute la machine, tous les boulons à la machine. Écoutez, si quelqu'un il vient comme ça, même s'il a géré des grandes entreprises, encore une fois, comme Maxime a dit, gérer une entreprise publique, il y a des mécanismes, des choses qu'il doit savoir. Oui, puis surtout qu'il ne peut pas renvoyer quelqu'un. C'est pas comme dans le privé, tu n'es pas content, toi, tu es dehors ou tu n'as pas fait ton chose. Dans le public, bien, ils sont syndiqués. Donc, il faut comprendre comment donner des instructions, comment faire toute cette machine-là, parce qu'il ne peut pas renvoyer quelqu'un comme ça demain. Bien, les cadres, oui. Les cadres, on pourrait les renvoyer. Oui. C'est rare qu'on en voit, là, mais on pourrait en envoyer. J'espère qu'on aura quelqu'un de courageux aussi. Ça prend quelqu'un qui a du courage managérial pour être capable de dire, même si tel dirigeant a tel réseau de contacts et tel réseau d'influence, est très gentil avec moi et fait les bonnes choses là, pour valoriser mon ego, je suis en mesure de déterminer que sa compétence va être meilleure ailleurs.